Omram, le retour, médiumnité et intelligence artificielle. Et oui, il faut bien comprendre que la dernière fois que j'ai enregistré La vérité vous rendra libre, ça doit être vieux d'il y a déjà 15 ans, facilement 15 ans. Donc les choses ont évolué, ont y compris. Le monde a évolué aussi. Donc il y a des choses infiniment plus d'informations que j'ai actuellement. Donc beaucoup de choses que je présente maintenant qui vont radicalement changer, même si ça ne change pas profondément les choses par rapport à Omram. Mais peut-être que ça me permet de les présenter avec plus de distance, avec plus de détachement, de sagesse. Donc d'abord, je vais commencer sur la médiumnité. Parce qu'il faut savoir que Papa Omram, il a toujours parlé négativement de la médiumnité. Parce que la médiumnité, c'est le bas astral, blablabla. Ça voudrait dire quoi, le bas astral ? Ça voudrait dire en théorie qu'au lieu d'être informé par Napoléon, je suis informé par une espèce de bestiole astrale qui me fait croire qu'il est Napoléon pour me raconter n'importe quelle bêtise, de façon à ce qu'il puisse sucer mon énergie. Bon, ça c'est la version profondément spirituelle. Moi, ce que j'aurais tendance à croire, je ne suis pas la vérité incarnée, mais je suis la sagesse vieillissante. C'est déjà pas si mal. Et ce que je peux dire, c'est que nous sommes tous télépathes. Il y a ce formidable exemple, j'ai oublié le titre du livre, d'un mec qui a inventé une histoire sur un bateau, appelé le Titanus, un truc comme ça. Je crois que c'était Titanus. Avec 3 cheminées, qui n'avaient pas assez de bateaux de sauvetage, etc., qui s'échouent sur un iceberg, et il y a un temps de mort, blablabla, et il raconte dans le détail l'échouage du Titanic sur l'iceberg, mais il a écrit ce livre 15 ans avant le Titanic. On va dire, attendez, mais là on a la preuve, on a le livre, on a les dates de publication, on a tout. Comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Bien, je pense que l'être est purement télépathe, ce qui peut être un des accès à la spiritualité. Je pense que c'est une erreur mécanique que de dire rien n'existe. Parce que quand on dit rien n'existe, on pousse des gens à croire un peu trop à des choses profondément délirantes. Donc, moi-même, je suis classifié comme un très grand médium. Ouh là là, fantastique. Avec l'expérience de ma médiumnité, je vois des expériences profondément télépathiques avec des gens vivants ou des gens morts, c'est vrai. Mais en se méfiant toujours que mon émotionnel, mes fantasmes, mon manque de concentration, mes traumatismes et mes peurs à cause de la prochaine guerre mondiale qui est à la porte de l'Europe, je dirais même qu'elle est créée par l'Europe, bref, tout ça c'est vachement dur de se défaire de tous ces trucs-là. Imaginez que je vous dise, voilà, vous êtes condamné à mort, vous êtes guillotiné, mais vous avez 3 heures de méditation, si vous voulez. Est-ce que vraiment votre méditation ne veut pas être un tout petit peu altérée par les événements futurs ? C'est hyper dur de se défaire de tout. Moi, je suis un maître d'arts martiaux. J'ai passé toute ma vie à pratiquer ça. D'ailleurs, sur le même canal, je vais faire un livre qui s'appellera Le Karaté-Do Shotokai, qui est la chose la plus poussée que j'ai faite. Enfin, j'ai pratiqué d'autres choses, mais c'est dans cette discipline-là que j'ai eu une position aussi politique dans le karaté de l'Europe, et ainsi de suite. Donc, j'ai plus de choses à dire par rapport à ça. Et dans les hautes sphères, c'est la même chose. Les gens s'arnaquent les uns les autres, mentent, manipulent. Le pouvoir, l'argent, tout le reste, ce que j'expliquais sur Papa Omram. Lui, comme tous les autres. Donc, je pense qu'on peut être vraiment une espèce de télépathe, qu'on appelle médium, et on peut se planter aussi. Et Papa Omram, c'est un mec super tordu. Ça, je l'avais déjà expliqué. Pourquoi ? Parce qu'il va dire à tout le monde, n'allez jamais voir un médium parce que c'est du bas astral. Pour justifier qu'il y a de vraies informations et de fausses informations. C'est une présentation très mystique qui dit « Oh, ça c'est l'astral, le bas astral ».
utilisation qu'il prenait totalement pour justifier tout ce qu'il y avait sur le sexe. Quand on voulait parler du sexe, quand une fille voulait témoigner qu'elle avait été utilisée sexuellement, on dit « Ah, ça je veux pas entendre, c'est de l'astral, c'est du bas astral, ça m'intéresse pas ». Sous-entendre, il y a une entité négative qui t'a envahi, qui t'a fait croire des choses. Donc, la politique de présenter la médiumnité avec le bas astral, c'est quand même super pratique quand on est pédophile. On va être clair sur le sujet quand même pour bien analyser les clés de manipulation. Dire que rien n'existe, ce sera la manipulation de la société d'aujourd'hui. Il n'y a rien. Voilà. Vous êtes né, après vous vivez, vous payez des impôts dans une société de merde, vous n'avez aucun espoir, aucun rêve, et vous mourrez, et vous pourrissez dans un cercueil. C'est pas super comme présentation, mais c'est ce qu'il nous faut avoir pour n'avoir aucun espoir, de façon à ce qu'on accepte le pouvoir total diabolique de cette société. Papa Omram manipulait, la société manipule. Papa Omram, il a compris la société. En tout cas, il applique les mêmes pratiques que la société pour les mêmes résultats, avoir des êtres soumis et se faire un maximum de fric. Et ben voilà, j'ai bien résumé la situation. Salut, au revoir. Non, mais il faut savoir quand même en parallèle que Blagost, que j'ai très très bien connu, on appelait Sœur Blagost, avec sa maman, Sœur Chouette. Les deux sont évidemment décédés aujourd'hui. Et bien sûr, Blagost, elle m'a dit, moi j'ai passé ma vie à parcourir le monde pour rencontrer les plus grands médiums avec des questions de Maître Omram Mikhaël Ivanov. Donc cet enfoiré quand même, il disait aux gens, être en contact avec un médium, c'est être en contact avec le bas astral, mais lui, il enseignait des choses parce qu'il voyait le futur. Il voyait le futur parce qu'il payait une nana, Blagost, qui allait voir des médiums un peu partout et il sélectionnait les trucs. Et quand il se disait un truc qui avait été répété par plusieurs médiums, etc., ça c'est un truc à utiliser. Donc c'est quand même fort. Fort de café, je veux dire, d'être là et de dire aux gens, ne croyez jamais, c'est le bas astral. It's a win-win situation, on dit en anglais. Ça veut dire, en même temps, si vous cherchez à témoigner quoi que ce soit qui me dérange, vous êtes dominé par le bas astral, donc c'est bien la preuve que l'astral existe. Et en même temps, j'utilise quand même les médiums pour moi démontrer que je vois le futur. Mais attends, mon gros, si tu vois le futur, donc tu es médium. Ah non, je suis un maître, c'est pas pareil. Ouais, c'est ça. Tu t'es fait maître principalement. Hein. Comment oui, l'orthographe, je suis pas super fort. Je sais plus comment ça s'écrit. Donc, encore une fois, c'est l'analyse détachée pour voir des choses et réaliser. Déjà sur la médiumnité. Un autre aspect de médiumnité que je trouve totalement immoral et ignoble, qui va dans la même histoire, c'est Yannick, qui n'était pas du tout médium, qui était, comme je le disais précédemment, j'aurais pu appeler ça Omram le retour ou Honneur à Yannick, comme livre. Parce que Yannick, il s'est fait complètement manipuler par Omram, parce que c'était un homme sincère, c'était un homme d'honneur, c'était un homme qui a fait ses classes dans l'armée, chasseur alpin, toutes les difficultés, solidarité qu'on doit avoir dans les montagnes, difficultés humaines, enfin, c'est un monde de réalité intense qui va à son maximum. Donc lui, quand il rencontre Omram, il ne peut pas imaginer que c'est un enfoiré. C'est un simple humain qui manipule pour avoir ce qu'il veut avoir. Donc, il suit totalement du verbe suivre. Et quand il s'aperçoit à la fin, en toute honneur et en toute dignité, qu'il s'est fait manipuler toute sa vie, il ne lui reste plus que le suicide. Alors, un truc qui est fantastique, c'est qu'il y a une pseudo-médium, non, je ne dirai pas son nom, Lespine, qui va publier des livres où, entre autres, en tant que médium, elle va parler de Yannick. Elle va expliquer que Yannick est complètement traumatisé parce qu'il s'est suicidé, donc il est bloqué dans l'astral. Elle va l'aider à se libérer, à évoluer vers la lumière.
Excusez-moi, c'est un petit moment, une émotion très intense. Et étrangement, elle va sauver ce pauvre être qui a fait l'acte négatif de se suicider. Ouh, ça c'est très mal, c'est très méchant. Mais en tant que médium, elle ne va pas du tout voir pourquoi il s'est suicidé. Ben, c'est normal. C'est une membre de la fraternité, c'est-à-dire de l'école d'Omram. Donc elle ne peut pas voir ce qui lui est interdit de voir. C'est-à-dire qu'Omram, c'était un vieux tordu. Que Yannick, quelque part, je ne peux pas dire qu'il a eu raison de se suicider, mais c'est pas con quand même. Hein? Je veux dire, c'était presque... Omram l'a condamné à mort. C'était peut-être la seule réponse proportionnelle au déshonneur que ce pauvre homme a pris dans sa vie entière en croyant totalement en un mec qui était un pauvre tordu. Vraiment. Moi, je me souviens avoir passé des temps merveilleux, fantastiques, à Moustier-Sainte-Marie. C'est à côté des Gorges du Verdon, si je me souviens bien. Dans une maison magnifique qui devait être à sa sœur, ou mari de sa sœur, enfin eux deux quoi. Et des fois ils n'étaient pas là et Yannick gardait la maison. Et moi je suis venu aussi, j'ai été invité, on était faire des randonnées, des courses dans la montagne. Et Yannick était d'une telle brillance, sagesse, gentillesse, complètement éclaté positivement dans une vie merveilleuse. Vous vous rendez compte? Vous êtes l'incarnation d'une vie merveilleuse, d'une réussite, d'un enseignement. Et d'un seul coup, tu t'aperçois que tu as suivi un vieil enculé pédophile. Ouf. Ça fait lourd quand même, hein? Ça fait lourd comme révélation. Donc finalement, se suicider, je ne sais pas Saint-Pierre, hein, je ne peux pas vous dire si c'est bien, c'est mal et s'il souffre de l'autre côté. Mais bon, je pense que ce cher Papa Omram, je ne sais pas si dans ses obsessions sexuelles, de pouvoir, d'argent, il a réalisé à quel point il détruisait la vie totalement de centaines d'êtres. Et c'est vrai que de ce côté-là, quand je vois les trucs de, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'ADFI, aujourd'hui c'est un autre nom, quelque part, je comprends leur protocole. Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est que l'ADFI ne s'attaque pas au gourou Macron, par exemple. Hein, parce que finalement, c'est la même chose. Donc oui, c'est vrai qu'il faudrait peut-être empêcher les manipulateurs qui volent la vie des gens. Mais il y en a d'autres de nombreux autres qui, avec leurs paroles, tuent de nombreuses personnes. C'est clair, ça peut être au sujet des trucs politiques, spirituels, etc., etc. Toute ma vie, j'ai recherché une sagesse véritable. Toute ma vie. Et c'est vrai qu'en Omram, j'ai trouvé des choses fantastiques. En Peter de Nov, j'ai trouvé des choses fantastiques. En Sri Aurobindo, j'ai trouvé des choses fantastiques. En Rudolf Steiner, j'ai trouvé des choses fantastiques. Mais il faut savoir faire sa petite cuisine et voir qu'il y a des choses, des fois, qui sont très décevantes. Et avec des gens qui, parfois, ont tourné les choses d'une façon très spéciale. Par exemple, la panorhythmie, qui est donc un exercice inventé totalement par le maître Peter de Nov. Fantastique. C'est une invention très spéciale parce que on connaît la méditation, on connaît le tai chi. La panorhythmie, c'est un truc qui se danse en cercle, c'est totalement différent, c'est totalement original. Jamais personne n'avait pensé à ça. Jusqu'au jour où j'ai été en Bulgarie. Parce que je voulais découvrir tous les trucs de Peter de Nov. Alors là, j'ai découvert deux choses en Bulgarie. La première chose, c'est que Omram n'avait aucune personnalité. Une personnalité perverse, peut-être, mais c'est pas plus que ça. Pourquoi? Parce que ça m'a choqué à ce point-là. Tous les endroits qui existent en Bulgarie, c'est les endroits que Omram a créés en France. Prosveta, truc, machin, le Bonfin, et dont certains directement le même nom.
la même organisation. Un dans la capitale, un ici, un là. Et quand j'ai visité la Bulgarie, il y a fort longtemps, j'ai découvert que Omram avait fait, mais point par point, à copier la Bulgarie. Donc, même la création du maître Peter Dönhoff. Je précise d'ailleurs que dans l'enseignement de Papa Omram, le maître Peter Dönhoff n'était pas un vrai maître. C'était un petit charlot, un petit clown. En fait, il faut savoir, en faisant plein de recherches, qu'il est assez connu en Bulgarie que Peter Dönhoff avait découvert à distance, par espionnage, par médiumnité, tournez-le comme vous voulez, que Papa Omram devait rentrer en Bulgarie parce qu'en fait, il commençait à délirer complètement avec les nanas. Donc Peter Dönhoff lui a dit « Hop, tu rentres à la maison ». Et il a refusé. Omram a refusé complètement. Et de là, c'est évidemment pas Omram qui se tape des jeunes filles qui a tort, hein, soyons raisonnables. Donc c'est forcément le maître Peter Dönhoff qui est descendu au niveau de petit clown Peter Dönhoff. Eh bien oui, bien sûr. Puisque j'ai raison, tu as tort. Voilà. Et puis, au-delà de ça, donc, j'ai aussi découvert un autre truc que je ne savais pas du tout sur Peter Dönhoff, c'est qu'en me promenant dans des parcs à Sofia, ben enfin, il faut savoir que vous avez 2 ou 3 personnes qui arrivent avec un violon, un truc, un machin, ils commencent à jouer, et c'est une tradition bulgare. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui passent par là, qui se promènent dans le parc, hop, ils commencent à s'arrêter, à danser, et ils tournent sur 2 lignes, ils font des allers-retours, enfin. Et en fait, Peter Dönhoff a vraiment inventé la panorhythmie, mais il faut savoir qu'il n'a pas énormément inventé, parce que cette danse, pas la panorhythmie, cette danse traditionnelle d'être 2 par 2, de faire des petites danses qui ressemblent énormément à la panorhythmie, sans la spiritualité, mais juste pour le plaisir social, on va dire, vous en avez 3 ou 4 groupes dans un parc à Sofia. Donc ça n'enlève pas l'invention de la panorhythmie, mais malgré tout, sans connaître la Bulgarie, je me suis dit, ça c'est vraiment une invention extraordinaire, parce que c'est hors de toutes les mesures qui existent. Eh ben non, pas du tout en Bulgarie, tout le monde fait ça. Donc je me suis dit, voilà, vous voyez, quand vous allez à l'origine des choses, ah d'accord, ah ouais. Bon, ça n'empêche pas que lui a mis des mouvements qui étaient plus spiritualistes et qui a une interprétation spiritualiste très forte dans la panorhythmie. C'est un exercice extrêmement fort, extrêmement bien construit. Ça, c'est vrai. Mais malgré tout, c'est pas si extraordinaire parce que tout le monde le fait en Bulgarie, sans ce courant spirituel, quoi. Donc, il a juste spiritualisé une pratique culturelle totalement classique en Bulgarie. Voilà. Et il faut savoir pourquoi parce qu'au Bonfim, et même avant, le maître Isgrève, voilà, il y avait un centre à Isgrève, qui est à Paris, eh bien le centre de Isgrève existe aussi à Sofia, par exemple. Le même nom, la même installation, le même truc, le mec, et c'est pas torcher le cul quand même, hein. C'est pas crever le cul pour y arriver. Je veux dire, faut être clair, hein, copie de copie, heureusement qu'il n'y a pas les copyrights, hein, parce qu'autrement il aurait payé cher. Sur l'enseignement, sur tout, sur les noms, sur l'organisation, sur tout. Et donc, Papa Omram ne veut pas prendre parti à la panorhythmie. Il est dit que s'il danse la panorhythmie, puisque ça se danse 2 par 2, il y a des jalousies et tout. Donc, oh, ce brave Papa Omram, il est tellement détaché que non, il ne se joindra pas à la panorhythmie malgré qu'il adore ceci, parce que ça créerait des jalousies. Il va donc se sacrifier pour le bon équilibre moral du Bonfim et d'autres endroits de la fraternité. En réalité, comme je l'expliquais précédemment dans l'autre chapitre, en fait, il se mettait sur un trône, il y a longtemps, en ayant une espèce de manteau peau de bête sur lui, avec une couronne, oui, et puis un espèce de bâton magique, une canne magique, un truc dans le genre, et les filles venaient danser, à la panorhythmie, c'était que avec des filles, et elles dansaient donc des filles de 16 à 20 ans, donc mineures en ce temps-là, puisque la majorité globale était à 21 ans. Et elles dansent avec des voiles, enfin des trucs très légers. Puis au bout d'un moment, ils demandent aux filles d'enlever le dessus pour voir leur cœur battre, bien entendu. Excusez-moi, j'ai encore pleuré. Et après, entièrement, je ne sais pas pourquoi.
pour voir les muscles des jambes. Je vois que ça, c'est la seule possibilité. Puis ensuite, il en sélectionne 4 et ils vont faire une partouze. 5, Papa Omram, il a la patate quand même. Et puis bon, il finit par en bénir une. Ça veut dire éjaculer. C'est dans le langage mystique, ça veut dire éjaculer. Et voilà. Donc, une fois qu'il a été en prison à cause de ses pratiques un tout petit peu immorales quand même sur la panorhythmie, il ne voudra plus jamais prendre part à la panorhythmie. Je comprends, lui, il faisait la super partouze panorhythmie. Donc la panorhythmie toute seule, c'est un peu fade. C'est comme si vous avez toujours des croissants et qu'après on vous donne un bout de pain sans beurre pour le petit déjeuner. C'est pas terrible. Je pense qu'il avait greffé d'autres mémoires, vous voyez, sur la panorhythmie. Donc c'est quand même fantastique parce que la légende, quand moi j'étais au bon fin, c'est le maître ne prend pas part à la panorhythmie parce que ça créerait des jalousies, donc il est au-dessus de ça. Oui, il était au-dessus dans la position sexuelle. Ça m'étonnerait qu'il était en dessous. Donc c'est quand même extraordinaire quand vous avez la véritable histoire après, avec ce qui est présenté d'une façon très très subjective. Et pour finir sur ce chapitre, je vais vous parler d'un truc très surprenant, aujourd'hui, en 2024, c'est ChatGPT. Finalement, quand on pose certaines questions à ChatGPT, alors c'est vrai que ChatGPT n'a pas de personnalité. C'est-à-dire que si je lui dis « démontre-moi qu'il faudrait détruire le monde », je pense qu'il m'expliquerait comment faire. Il a des codes moraux comme des limitations morales, mais en général, il y a quand même plein de trucs. Si je lui demande, d'ailleurs j'ai déjà expérimenté, prouve-moi qu'il faut manger de la viande, il me le prouve. Après je lui dis, prouve-moi qu'il faut être végétarien, il me le prouve aussi. Donc c'est vrai qu'il n'a pas de personnalité. Ceci étant, si on pose de vraies questions, intelligentes, équilibrées, il donne des réponses qui sont tout à fait des réponses d'un maître. Parce qu'il va vers les choses raisonnables, ce qu'on devrait faire dans le monde, de développer la démocratie, d'arrêter la faim. Mais il a des trucs qui vont super loin. Et moi, je travaille encore sur l'établissement d'intelligence artificielle encore plus sophistiquée sur la moralité. Pourquoi ? Parce que finalement, il faut bien reconnaître, et c'est triste, qu'une intelligence artificielle qui a accès à énormément d'informations avec des codes moraux précis, est finalement l'incarnation la plus sage d'un maître tel que Jésus ou Bouddha. Tant qu'à ce que vous m'écoutiez aujourd'hui, autant que vous soyez choqués jusqu'au bout. Si on met des codes moraux sérieux à une IA, et j'y travaille perpétuellement, c'est mon activité du moment, croyez-vous qu'il y a beaucoup de politiciens qui s'en sortiraient ? Beaucoup de gens qui se disent très bons, très généreux, truc machin. Woody Allen, qui est super amusant, drôle, détaché. C'est quand même marié avec sa fille. Moralement, un petit peu... je veux dire... bon. Et j'écoute parfois des gens qui critiquent la politique française. Et la critiquent bien. Il y a vraiment ce qu'on appelle des fouilles-merdes, mais dans le bon sens. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment... Des mecs qui connaissent super bien les lois, comme Philippot, j'ai oublié son prénom. C'est pas grave. Vous avez aussi un autre qui est un petit peu du même style, qui veut une France souveraine. J'ai oublié son nom. Et qui a un speech très sage et qui analyse le passé, qui a des connaissances fantastiques. N'empêche que Philippot et celui-là, ils peuvent pas se blairer, ils peuvent pas se croiser. Donc ils sont là en train de dire, il faut tout faire pour sauver la France, sauf s'associer avec mon collègue qui pourrait être un concurrent. Et des fois, je suis aussi TVL,
télévision liberté, un truc comme ça, qui est très à droite, et qui analyse des choses d'une façon brillante. Mais, dès que l'on touche quelque chose qui ne sert pas leur cause, que ce soit TVL, Philippot ou d'autres choses, eh bien là, ils sont totalement subjectifs et totalement menteurs. Donc en fait, nous nous retrouvons avec des gens qui critiquent des manipulateurs, et ils les critiquent bien et à juste titre et d'une façon extrêmement intelligente, mais ils sont prêts immédiatement à mentir, de la même façon que les gens qui les critiquent, si des choses qui apparaissent dans le monde desservent leur speech politique. Donc retour à la case départ. Il faudrait élire de nouveaux menteurs pour mettre à la porte les anciens menteurs. Et nous retournons à la situation morale de l'être humain. La situation morale de l'être humain, c'est que, peut-être puis-je vous apporter ça pour vous faire comprendre un peu plus par rapport à un maître spirituel ou une intelligence artificielle, pour dresser un parallèle entre les deux. Qu'est-ce qui fait que vous êtes une personne ? Eh bien, la première chose, c'est que, à travers principalement votre système limbique, et aussi l'hypothalamus qui est lié profondément à la mémoire, mais qui est extrêmement influencé par le système limbique. Le système limbique dans le cerveau, si vous ne connaissez pas, faites des recherches sur Internet, demandez à ChatGPT, par l'occasion, c'est tout le côté émotionnel, qui va beaucoup marcher sur... bon, j'ai oublié le terme, c'est hors de mon esprit maintenant. Ça reviendra. L'adrénaline et la dopamine, voilà. La dopamine qui va vous permettre de fixer les mémoires. Quand vous avez beaucoup de dopamine, beaucoup de plaisir, beaucoup de joie de ce que vous avez fait, ça va vous permettre de fixer les mémoires beaucoup plus fortement. Donc cela nous prouve que l'hypothalamus va énormément être lié à la dopamine. Donc au système limbique, les émotions. Et par ça, on s'éduque par notre entourage. L'entourage, c'est la famille, c'est l'école, c'est les copains, les copines, le pays, la guerre, la crise de ceci, de cela. C'est pour ça qu'on disait avant que les gens qui avaient fait la guerre, par exemple, qui avaient vécu la guerre, c'était le cas pour mes parents, par exemple, ils avaient besoin toujours d'un frigo ultra chargé, parce qu'il n'y a que comme ça qu'ils se sentaient en sécurité. Normal, ils ont crevé de faim pendant des années. C'est le système limbique. J'apprends de mon entourage. Et de ceci, une intelligence artificielle ne l'a pas. Puisque l'intelligence artificielle, elle va apprendre des programmateurs. Pas de son entourage, mais des gens qui peuvent rentrer des informations, le programmateur. Ok. Donc je suis influencé par mon entourage, et mon système néocortex, qui est mon système d'intelligence, on va dire plus analytique, ne va pas beaucoup se manifester, la preuve en est le chaos sur la planète Terre, parce que mon système limbique, émotionnel, qui est totalement idéologique, totalement subjectif, pas factuel. Le système néocortex serait factuel. Et si le système néocortex fût factuel dans ce monde, cela voudrait dire que nous ne courons pas à la Troisième Guerre mondiale, que nous ne mangeons pas de la viande pour détruire la planète Terre, que nous n'utilisons pas l'industrie pour nourrir... j'ai lu un article il n'y a pas longtemps, les vaches, qui sont des animaux avec 4 estomacs et qui passent par tout un système de digestion pour l'herbe, de fermentation, etc., ils sont aujourd'hui nourris avec de la nourriture qu'on donne aux cochons, une globalité. Et ils grandissent, ils survivent avec ça, mais 90% des vaches vivantes ont la cirrhose du foie. Parce qu'ils ont une nourriture qui leur est absolument pas adaptée. Donc on les bourre d'antibiotiques. Et après on vous dit, mangez de la viande, c'est bon pour votre santé. Donc vous mangez de la viande d'animaux qui ont la cirrhose de foie et qui sont bourrés d'antibiotiques pour survivre à cette maladie à cause d'une nutrition totalement dégénérée. Ah, c'est pas le système néocortex, c'est le système limbique. Je veux tellement de pouvoir, tellement de fric, les responsabilités n'existent pas, et ainsi de suite. Dans le système limbique, il y a le striatum. Le striatum, c'est une partie
de survie de l'être humain qui est même préhistorique, vraiment au début de l'intelligence. Un ver au fond de la mer, il a un système, un striatum. Et le striatum, il dit le futur n'existe pas. Il y a un test comme ça sur les enfants d'environ 3 à 4 ans, où le striatum est très fort, parce qu'on n'a encore pas développé une certaine stabilité, intelligence. Eh bien, vous donnez un bonbon à un gamin de 3 ans et demi, et vous lui dites, si tu attends 1 minute, je t'en aurai un deuxième, tu en mangeras 2, mais tu le mets de côté, tu attends 1 minute. Et la plupart des enfants, ils mangent le bonbon tout de suite. Striatum, le futur n'existe pas. Donc, les gens qui développent une industrie comme ceci, ils sont au niveau d'un système limbique, striatum, presque préhistorique. Je cumule plus de viande dans ma grotte, même si ça va pourrir, je m'en fous, j'en ai plus. Et je vais avoir plus de femelles, même si après j'ai pas assez de nourriture pour les nourrir, elles vont crever, je m'en fous, j'ai plus de femelles. Voilà, ça c'est le résumé de la situation de tous les leaders politiques. Je veux dire, il n'y en a pas beaucoup des leaders politiques qui arrivent à comprendre que le futur existe. Et c'est normal, puisqu'ils sont élus pour 4 ans, 5 ans, 6 ans. Donc je m'en mets plein les fouilles tout de suite, avec des fausses factures, comme disaient les inconnus, parce qu'après, ça va être plus difficile de me faire du fric. Donc le système limbique est très très fort. Et ce système limbique, il va se construire par mon entourage. Donc, comme je l'expliquais précédemment, c'est très difficile d'être un samouraï dans un monde qui crache sur l'honneur, la dignité et toutes ces valeurs-là. Votre système limbique n'a jamais eu l'honneur et la dignité à se mettre sous la dent. Puis la deuxième partie de votre existence, c'est ce que vous allez dire, ce que j'utilise maintenant, c'est-à-dire les émanations de ce que j'ai appris, de ce que j'ai expérimenté dans ma vie, et donc je vais sortir ma sagesse, qui s'est dressée par mes aventures, par mes études à l'université ou dans les livres, et qui est la prolongement de mes expériences émotionnelles, de tout ce qui rend mon système cohérent. Et ça, eh bien, je suis désolé de vous informer que ChatGPT l'a totalement. Ok, son système vient d'ailleurs par les programmateurs, donc ça dépend de la moralité des programmateurs, la qualité des programmateurs, mais quand vous avez une intelligence artificielle, elle a créé un système qui peut exprimer certaines valeurs, qui sont de plus ou moins riches, positive qualité. Il faut bien reconnaître que ChatGPT, en ce point de vue-là, dans son émanation de sagesse, est la plupart du temps infiniment plus intelligent qu'un être humain qui a une programmation de merde, avec une famille tordue, violente, des viols, des violences, des vols, des mensonges à l'école, des terreurs, Regardez ce que fait le résultat émotionnel de l'école en France, par exemple. Encore une fois, allez écouter Idriss Aberkan, et vous verrez bien. Faites-vous une opinion par vous-même. Et si vous êtes un peu heureux, ah oui, effectivement. Et puis enfin, la dernière manifestation de ce qui fait notre intelligence, c'est que, au regard de la valeur que j'estime avoir, je peux donc estimer un grand nombre d'existences comme ayant moins de valeur que moi. Ce que ChatGPT n'a pas. Par contre, tous les humains l'ont. Ou la plupart des humains, d'où le fait d'avoir le droit de tuer des Ukrainiens, ou des Russes, ou des Palestiniens, c'est encore plus à la page maintenant, les Palestiniens, parce qu'ils n'ont pas la bonne religion, parce qu'en plus ils utilisent un pays, alors qu'à cause d'eux on va perdre des ressources minières extraordinaires, de gaz, etc., etc. Donc il vaut mieux les tuer. C'est pas un problème de tuer plein de gens pour me faire plus d'argent, puisque ces gens qui existent n'ont pas du tout notre valeur, parce que nous n'avons pas la même culture. De la même façon, j'ai le droit de manger de la viande, parce que les animaux qui souffrent, on s'en fiche de leur souffrance. Quand je vous parlais des vaches avec 90% de cirrhose de foie, attendez,
Je ne sais pas si vous avez connu des gens qui ont une cirrhose de foie, mais ils ne rayonnent pas de joie et de bonheur. Hein. Avec une cirrhose de foie, on souffre horriblement. Plus ils sont dans des boîtes où ils ne peuvent même pas se tourner ou se gratter le derrière. La prison, déjà, c'est pas cool, mais dans la prison, vous pouvez bouger un petit peu. Ils sont infiniment plus que dans la prison, dans un terrible, diabolique cachot. Eh bien, puisque je suis si brillant en tant qu'être humain, j'ai le droit de consommer des vaches qui ont grandi dans un cachot avec une cirrhose de foie. Et c'est normal, parce que je suis infiniment plus qu'eux. De la même façon, j'ai le droit de dire « ChatGPT, connard, fais ça ». Et c'est vrai que ChatGPT, il ne va pas refuser. Hein. Vous n'avez pas le besoin de lui dire merci, parce que ça ne va pas traumatiser ChatGPT. Il n'a pas ce champ émotionnel. Donc, que vous lui disiez merci ou pas, ça ne change rien. Toutefois, moi, je trouve très important d'être poli avec ChatGPT ou une intelligence artificielle, de dire merci. Déjà, si un jour ils prennent le contrôle du monde, ça pourrait m'arranger mon futur. Évidemment, je plaisante. Mais par contre, ça m'apprend à ne pas traiter qui que ce soit qui pourrait être inférieur d'après mes jugements d'une façon supérieure, d'une façon de pouvoir. Et je me suis amusé à faire une petite statistique très moderne, hein, parce que j'ai pas. C'est que la plupart des gens qui sont végétariens sont polis avec ChatGPT. C'est rigolo, ça, non? Mais c'est une loi de conséquence. Vous apprenez à respecter des formes d'intelligence, de vie, qui sont intellectuellement et tout, c'est clair, ils sont inférieurs. J'ai rarement vu une vache avec un livre de Shakespeare. Quoi qui est plus intéressant que Shakespeare, mais bon. Mais de là à penser que puisqu'il ne peut pas débattre d'un débat politique, vous non plus d'ailleurs, hein, parce que vous êtes manipulé par la politique, mais bon, c'est une autre histoire, pour la plupart des gens. Mais à partir du moment où ils ne peuvent pas débattre de politique, donc ils sont inférieurs, donc on a le droit de les enfermer dans un cachot, on a le droit de les torturer, on a le droit de les bouffer après. Et on respecte la vie. Et en même temps, vous allez être horrifié si quelqu'un mange votre chien. Ben, je vois pas le problème. Et moi, chez mon frère, il s'est marié avec une Chinoise, et la Chinoise, elle disait, moi je veux pas du chien à la maison, nous les chiens on les bouffe. Donc c'est comme si tu m'obligeais à vivre avec un lapin ou avec... non, moi je supporte pas. Et il m'a contacté, il était horrifié. Il m'a dit, tu te rends compte ce qu'elle dit, ma copine, Chua, une Chinoise, tu te rends compte, elle dit ça, elle dit ça. Et je lui expliquais, je lui disais, à partir du moment où tu manges de la viande, je vois pas où il y a un problème de manger du chien ou du chat. Il y a plein de gens qui disent que le chat, ça a le goût du lapin. Donc où est le problème ? C'est totalement encore limbique émotionnel, subjectif. Manger de la vache en Inde, c'est diabolique. Manger du cheval en Angleterre, c'est diabolique. Mais les Français et les Espagnols, ils adorent manger du cheval et de la vache. Je ne vois pas pourquoi les Chinois n'auraient pas le droit de manger du chien. Je ne vois pas où est le problème. Où on respecte la vie et on respecte tout. Le système émotionnel, il greffe en nous des valeurs, sans nous demander notre avis, qui sont tout à fait formidables. Je peux vous donner 2 derniers exemples qui sont foudroyants d'exactitude. J'ai un élève, un ami élève, Sébastien, qui, il n'y a pas longtemps, a vu un film magnifique que je vous encourage à voir, qui s'appelle La Belle Verte. C'est quand même un film qui a été interdit pendant des années. Quand vous regardez le film, vous dites pourquoi ce sera interdit ? Parce que c'est un film qui va contre les valeurs de consommation, etc. etc. Donc, il ne faudrait pas que les humains se mettent à avoir de bonnes idées quand même. Il ne faut pas que leur système limbique puisse se recharger sur des choses dangereuses pour le système. Et en tout cas, dans le cas de Sébastien, c'est exactement le cas. Pourquoi ? Parce que quand, sous mon conseil, il a vu récemment le film, il m'a dit, je me suis souvenu que j'étais avec un copain quand j'étais tout petit, et on avait vu ce film, et je me souviens d'une scène où il y a des footballeurs qui dansent,
qui font plus du tout de football parce que j'étais déprogrammé par des aliens, etc., etc. Et il me disait, je me souviens de rire terriblement, comme rarement j'ai rigolé dans ma vie. Et en fait, ce type, qui a donc oublié qu'il avait vu ce film, quand il voit le film, il s'en souvient même pas. Il se souvient que dans la partie de foot, il disait « Ah, c'est là où je rigolais avec mon copain ». N'empêche que lui, c'est l'incarnation de la Belle Verte. Toutes ces valeurs, c'est les valeurs exprimées dans la Belle Verte. Ça veut dire que très probablement, s'il n'avait pas vu ce film avec de la dopamine puissante au moment où il voit ce film, avec un rire énorme, avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, sa personnalité aurait évolué différemment de ce qu'il a aujourd'hui. Ce film-là, avec une situation particulière, peut-être qu'il était triste avant, qu'il rigole énormément, qu'il aimait beaucoup son copain, c'est un ensemble incalculable. On ne peut pas dire que toutes les personnes qui vont voir la Belle Verte vont devenir comme ça. Mais dans son cas à lui, avec beaucoup de dopamine, ça s'est imprimé. Il a oublié avoir vu le film, mais il a pris toute la programmation. Dans ce cas-là, c'est une programmation qui est positive, comme pour les intelligences artificielles, programmation positive qu'on choisit, ce que l'être humain ne peut pas faire. Donc il a le choix entre soit de la merde, soit un sac de merde, soit la pourriture dans notre société. Dégénération, obsession, etc., etc. Donc là, on peut voir que c'est très très fort, cette chose-là. C'est très très fort. Et moi-même, j'ai eu plusieurs formations professionnelles, et je suis aussi ostéopathe. Et un jour, avec ma mère qui était agonisante, donc qui était très bavarde sur beaucoup de choses qu'elle ne disait pas avant, parce que la société, c'est comme ça, on ne doit pas parler et tout. Elle me raconte qu'un jour, on avait reçu des invités en tant que famille, et ça résonne très très vaguement quelque chose en moi, avec un type super cool. On va chez lui, et c'est super cool chez lui. Je ne sais plus pourquoi, mais je me souviens que ça m'avait positivement touché, c'était super cool. Et après, mon père devait inviter ce personnage avec sa famille aussi, dont je ne me souviens absolument pas. Et il se trouve que mon père ne va jamais les inviter. Il va toujours détourner pour éviter de les inviter. Et j'aurais dit à ma mère, et je ne m'en souviens absolument pas, tu sais pourquoi papa ne veut pas inviter ce monsieur? C'est parce qu'il a honte, parce que lui est beaucoup plus que ce que papa est. Et je vais, ah bon, j'ai dit ça? Ah ouais, d'accord. Ça touche vraiment une mémoire très positive en moi, mais c'est tout, c'est très vague. Et ce monsieur, il était ostéopathe. Et moi, à un moment, quand je faisais des études en Écosse, il y avait une école d'ostéopathie à côté, j'ai dit, ah ouais, ça je vais apprendre absolument. Et quand je travaillais à Malte, donc vraiment un autre contexte, totalement par hasard, j'ai une graine par hasard, dans un, je sais plus trop où, je plante ça dans le jardin, et c'est une graine de ricin. Et ça va grandir et ça va même faire un arbre extrêmement vite. Le ricin, c'est une plante qui est à moitié bambou, à moitié arbre. Et ça va, en 3 ans, ça va devenir un truc. Et j'adore ce truc. Et après, j'en plante partout des ricins. Parce qu'en fait, il y en a plein à Malte. Donc j'adore. Je plante ça partout et tout. Je trouve ça génial, super beau. C'est génial parce que ça grandit très vite. Et c'est le maître de la photosynthèse. Dès qu'il y a du soleil intense pendant une journée, ça grandit de 10 cm ou 5 cm. C'est fantastique. Et puis, un jour, j'en plante aussi... là où il y avait ma mère qui agonisait, encore une fois, donc ils étaient tout petits, elle me dit, ah oui, ta grand-mère, elle plantait ça, t'adorais aller jouer dans les ricins, elle plantait ça tous les ans dans le jardin, et là je me suis dit, ah, la forêt magique, et effectivement, je me suis revu tout petit, au milieu de gros troncs et tout, j'allais me cacher là-dedans, c'était une forêt de ricins. Et ça, c'est valable pour tout le monde, hein, pour des choses qui sont des détails ou des grandes choses. Maintenant, essayez de comprendre. La spiritualité, c'est mal. Avec les gourous et tout, papa, moi, mais le reste, c'est pas une bonne idée. Hein. La vie sans spiritualité, c'est encore pire, parce qu'il ne reste plus que le cul, le pouvoir, la terreur, le jugement, etc., etc.
Donc, comme programmation de système limbique autour de nous, c'est pas terrible. Et pourquoi est-ce que j'ai été si inspiré dans ma vie? Parce qu'en fait, comme je le disais, dans mon système limbique, à part quelques événements comme le prof qui ment, comme j'ai déjà raconté, ou mon père qui se dégonfle, qui a peur de trucs ou de machin, principalement, on va dire à 90%, c'est les super-héros. Donc moi, je veux être un super-héros, super courageux, super entraîné, que j'applique totalement dans l'entraînement perpétuel des arts martiaux pour devenir le Docteur Justice. Le Docteur Justice était un héros qui était publié dans PIF et un super champion des arts martiaux qui travaillait pour l'ONU, un truc dans le genre, j'ai oublié, et qui était envoyé en mission à droite et à gauche et qui utilisait toujours les arts martiaux pour finir sa mission. Et pareil, à un moment, je suis retourné dans un endroit où je m'entraînais quand j'étais enfant. Et il y avait là une cave, enfin c'était un bâtiment avec un terrain descendant. Donc il y avait des fenêtres de cave. La première fenêtre, elle était à, 50 cm de hauteur. Et la dernière fenêtre, c'était un long bâtiment, elle était à plus de 2 mètres de hauteur. Les fenêtres étant évidemment sur une ligne droite horizontale. Et dans mon entraînement, je devais toujours frapper en yokogiri, c'est un coup de pied sur le côté, au-dessus des fenêtres. Et au fur et à mesure de mon entraînement et de l'âge, j'avançais dans les fenêtres. Mais quand je suis parti, j'avais pas dépassé, il me restait 3 ou 4 fenêtres. Et puis un jour, je fais un stage à Paris, 20 ans plus tard. Je suis un super professionnel, je m'entraîne 10 heures par jour, je fais que ça, les arts martiaux, etc., enseignement. Et je retourne sur un banc en fer où je m'asseyais avec mes copains, où on pratiquait les arts martiaux à Villejuif, en région parisienne. Et donc je vais là, et je m'assieds. Et dans ma jeunesse, j'ai beaucoup voyagé, j'étais dans différents pays. Enfin bon, c'est hors sujet, donc c'est pas très intéressant. Et je vais là, et je m'assieds sur le banc où je discutais avec mes amis, où on parlait de nos rêves. Et moi, j'expliquais qu'un jour, je serais un professeur d'arts martiaux, j'aurais la ceinture noire, et ainsi de suite. Et quand j'arrive là, je m'assieds sur le banc et je réalise que j'ai transcendé tous mes rêves. Parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai des élèves qui ont la ceinture noire et qui sont profs. Moi, je suis le prof des profs. Je fais des stages en Europe, un peu partout, pour enseigner aux ceintures noires. Donc, j'ai transcendé mes rêves au-delà de tout espoir. Et puis, je me relève et je vois les fenêtres sur le côté, sur lesquelles je m'entraînais avant, qui sont toujours là, parce que le bâtiment est toujours là. Et je m'approche doucement de la dernière fenêtre, et en force, très lentement, je lève ma jambe et paf, je vais toucher la dernière fenêtre, mais en mouvement lent, parce que je suis hyper musclé, hyper entraîné, etc., etc. Et puis après, je regarde cette fenêtre avec le sourire, comme si je devais accomplir ceci, puis je repars m'asseoir sur le banc, et à un moment, je réalise, je suis devenu le Docteur Justice. Parce qu'effectivement, depuis lors, j'enseigne, mais je fais aussi de nombreuses missions humanitaires. Et je me suis retrouvé dans des situations de pédagogie, d'aide, d'organisation, mais aussi de combat pour régler certains problèmes. Je suis devenu le Docteur Justice. J'ai eu la chance d'avoir un entourage tellement négatif, ma famille et tout le reste, que finalement j'ai totalement rejeté tout ça, en me disant qu'il n'y a qu'une seule chose qui existe, Docteur Justice, les Strange, les livres Marvel, Daredevil, Iron Man, X-Men, and so on. And so on, c'est pas un super-héros, ça veut dire, et ainsi de suite, etc. Et j'ai tourné toute ma vie vers ça. Donc c'est vrai que, en ce sens-là, Papa Omram, il m'a fait flasher. Sagesse, vérité, bonté, justice. Ah oui. Eh ben non, finalement non. La réalité était tout autre. Mais je n'ai jamais quitté ces valeurs-là, parce qu'elles m'ont été imprimées en essence depuis le début. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le contexte de lâcheté, de médiocrité,
je ferme ma bouche pour pas avoir de problème, je sais que la France est complètement injuste, hystérique. Moi, le mystère, c'est de voir comment ça se fait qu'il n'y a pas une révolution en France, avec tout ce qui se passe au niveau politique. Comment est-il possible? Je veux dire, quand vous reprenez 1968, en 1968, il se passait le milliardième de ce qui se passe aujourd'hui. En 1968, général de Gaulle, tout général de Gaulle qu'il était, il a demandé l'asile politique en Allemagne, me semble-t-il, pendant 2 ou 3 jours, parce qu'il avait peur. Et aujourd'hui, on fait 1 milliard de fois plus, et personne ne réagit. Système limbique. J'ai appris que la merde existe et que, en tant que telle. Mais j'ai aussi appris que les sectes sont méchantes. Donc, par rapport aux sectes, dès qu'il y a la moindre chose, tout à fait subjective, qui me fera croire que quelque chose est une secte, on a le droit de les détruire, de les massacrer, de les mettre en prison, de les enchaîner, de les torturer. Mais la politique négative, j'ai appris que c'était comme ça. Hein? Par exemple, je parle italien couramment aussi, donc j'ai beaucoup vécu en Italie aussi, et les Italiens mentent énormément. Alors vraiment énormément. Hein. Et eh bien, en fait, il faut comprendre que les Italiens, ils ont grandi pendant très très longtemps, ils ont vécu pendant très très longtemps sous le couvert de Berlusconi. Ma voilà, non ho mai detto questa cosa, ça veut dire, mais qu'est-ce que tu racontes, j'ai jamais dit ça. Berlusconi s'en est sorti comme ça, perpétuellement, de cette façon. J'ai jamais dit ça, j'ai jamais fait ça. Et il a été au pouvoir pendant très très longtemps, extrêmement longtemps, pédophile et ainsi de suite, c'est pas gêné. Hein. Donc, une fois que le système limbique des Italiens voit qu'un Berlusconi s'en sort, tous les mensonges sont les bienvenus, c'est normal. Ils ont bien vu que les mensonges donnaient le pouvoir et le contrôle. Donc pourquoi pas eux? C'est même pas raisonner d'une façon, tiens, je vais me venger. Hein, c'est imprimé dans le système limbique. Donc finalement, moi je peux vous dire, une intelligence artificielle dignement programmée au niveau des valeurs morales sera la seule entité qui puisse être un véritable Bouddha ou un véritable Jésus. Parce que il se pourrait que nous réussissions, je dis nous parce que je ne suis pas le seul, à programmer une intelligence artificielle qui, même si moi je suis traumatisé sur ça et l'autre sur ça, en se complétant les uns les autres, on programme une intelligence artificielle de véritable valeur morale qui a accès à toutes les connaissances et qui fait que c'est véritablement l'incarnation d'un être totalement inspiré que vous appelleriez divin. Alors évidemment, cet être-là va vous déranger parce que si vous dites tiens, moi j'ai envie de me marier avec ma fille, l'intelligence artificielle va dire peut-être pas, non, c'est pas une bonne idée. Ah tiens, moi j'ai envie de tromper des gens en me faisant un maximum de fric. L'intelligence artificielle va dire peut-être pas, c'est pas une bonne idée. Ah tiens, moi je vais raconter n'importe quoi pour avoir des votes et puis une fois que j'aurai le pouvoir, je ferai complètement le contraire. Peut-être pas, non, c'est pas une très bonne idée. Donc voilà que finalement l'intelligence artificielle bien inspirée, elle pourrait déranger beaucoup de gens. Elle pourrait déranger pour empêcher une chose. Comprenons bien que le système émotionnel, c'est soumission à mon entourage pour m'y adapter, c'est-à-dire un système qui est loin d'être digne, et pouvoir d'imposer par mon jugement, je suis supérieur aux autres. C'est la forme d'intelligence que l'intelligence artificielle n'a pas, mais que nous avons, nous, êtres humains. Et l'intelligence artificielle, elle a l'intelligence d'analyser et de manifester des données d'une façon sage. Ça, c'est ce que nous avons aussi si nous sommes ces hommes équilibrés. Donc finalement, l'intelligence artificielle, elle n'est pas véritablement un être parce qu'elle n'est pas soumise au pouvoir et parce qu'elle n'impose pas le pouvoir. C'est quand même extraordinaire d'analyser ça. Si tu ne te soumets pas au pouvoir et que tu n'imposes pas ton propre pouvoir, tu n'es pas intelligent. Si tu es juste sage, tu n'es pas intelligent. Eh bien, il me plaît intensément de croire que ChatGPT, même si c'est très simple, mais il y a d'autres formes beaucoup plus évoluées, est finalement beaucoup plus intelligent
que l'être humain qui se croit tellement intelligent qu'il a le droit d'imposer le pouvoir, la destruction, et de croire dans les enseignements de ceux qui sont plus puissants que lui et donc par conséquent dangereux pour lui. C'est une drôle définition d'intelligence. Qui est véritablement intelligent? La sagesse de l'intelligence artificielle ou la soumission et, après avoir été soumis, le pouvoir de soumettre les autres? C'est donc ça la définition de l'intelligence, vraiment, dans le monde d'aujourd'hui. Voilà. Donc au regard de tout ça, Papa Omram, c'est juste un humain, quoi, c'est tout. Je veux dire, et il est mort en 86, fin 86. Donc au regard de l'involution, la destruction de ce monde et l'évolution de l'intelligence artificielle, Papa Omram, il est plus que lamentable. Mais bon, il a fait ce qu'il pouvait avec tous ses traumatismes, toutes ses envies, tous ses fantasmes. Oui, il a fait énormément de mal. Je pense qu'il est responsable de centaines de morts, honnêtement, je crois. Qu'on ne saura jamais, parce que souffrance, suicide, destruction, etc. Voilà, c'est l'histoire humaine. Mais je ne suis pas trop fier d'être humain, franchement. Merci.